avec son laptop. Hein. J'ai oublié mon serveur. Il traîne avec sur le 2 heures chez moi sur le canapé en disant ouais regarde cette photo machin. Et puis il arrive et il dit ah tiens j'ai pas de chargeur. Ah merde. C'est bon, pas fait exprès monsieur. Oh, exactement. Moi d'abord, lui sur en même temps. Ouais, les deux. Je l'ai dit en même temps, tu vois, c'est vachement Dans sympathique, on n'entend pas comme ça quand je me débarrasse de ça. On a peut-être le monde, on a une tension, on n'a pas le même. Pas le même. Par contre, là, t'es devant. Il est même en il y a ta grosse tête du coup. Bon. Donc, oui, donc seconde partie, on va parler entre guillemets un petit peu technique, montrer un petit peu à quoi ressemblent ces fameux fichiers configuration Logstash. Vraiment, gratter la surface de Logstash, montrer un petit peu comment on peut collecter des logs classiques. Ici, on va s'intéresser à un tout petit peu de log format syslog. Voir comment avec Grok, alors là c'est déjà un premier terme un peu bizarre, on peut parser ces logs et les découper en différents éléments qu'on pourra ensuite stocker dans notre index Elasticsearch. On va peut-être passer vite fait en vue sur 2-3 plugins assez amusants de Logstash, et puis on fera la partie Kibana, donc vraiment visualiser les données, faire un peu de graphing avec, faire quelques queries et montrer les points marrants de l'interface web qui permettent justement d'explorer tous ces logs et de faire les mêmes. Si, une petite vidéo. Mais vraiment simple. Donc, comme d'habitude, hein, c'est dégueulasse, c'est du texte, ça tout ce qu'on va. Donc, première intro, on va peut-être jeter un œil à la config de de Logstash. À quoi ça ressemble plus ou moins. Alors, si j'arrive à mettre en full screen, c'est mieux. C'est lisible, ouais, ça a l'air vaguement lisible. Je suis daltonien, donc pour moi c'est facile. Donc ici, on a vraiment une séparation du fichier de configuration de Logstash en 3 parties distinctes et assez simples finalement identifiées. Et une partie input, donc qu'on va faire rentrer dans notre Logstash. Alors ici, c'est la config la plus simple, la plus basique possible. On le fait écouter sur le port 5000, on lui envoie du log de format texte et il se débrouillera avec le parcours. Il y a des entrées qui existent aussi pour faire du syslog, il y a du suivi, comme disait, j'attends du suivi de fichiers. Et il y a même, par exemple, pour ceux qui font du réseau ici, un input qui existe qui fait du netflow. Donc en gros, vous avez un équipement réseau, il va envoyer un format spécifique dans lequel il va référencer toutes les connexions qui vont transiter à travers cet équipement. Donc vous allez avoir de où ça va, vers quel IP ça va, quel protocole, quel port, combien de temps a duré la session, combien de données ont été échangées, et ainsi de suite. Donc il y a même déjà un plugin tout fait pour Logstash qui permet de collecter ce genre de données et déjà d'injecter ça dans un index pour après en faire des statistiques. Donc ça c'est une première partie, c'est l'input, donc ce qui rentre, un fichier, un flux réseau, etc. Alors je skip directement à la fin, il y a l'output. Alors la plupart du temps, l'output on se contente de l'envoyer dans un ou plusieurs hosts d'Elasticsearch. Donc ici en fait, on référence la sortie, on référence le serveur, l'application d'Elasticsearch vers qui on va envoyer les logs une fois qu'ils auront été formatés. Par rapport à cet élément input-output, il y a un truc à prendre en considération en fonction de la taille de votre système une nouvelle fois, c'est que le rôle de Logstash, c'est d'écouter, d'envoyer, de transformer, mais pas de pérenniser ou autre. On voit rien. Ah non, mais c'est lui ça. Son rôle n'est pas de pérenniser. Donc ce que vous avez certainement dû voir si vous avez consulté blog, articles sur internet, vous avez regardé peut-être Netflix, ceux qui le font, on entend beaucoup parler de système de messaging, mais pas au sens JMS du terme, au sens message, flux d'informations. On voit beaucoup parler de Kafka en messaging distribué, vous avez certainement entendu parler de Flume d'une manière ou d'une autre. Il y a la possibilité aussi de faire de la persistance au travers de Redis, par exemple. Donc il y a toutes des architectures possibles dans le flux initial qui est le flux fichier pour faciliter les choses. Il y a un nouveau projet qui est assez intéressant que je vous invite à explorer, qui a été repris par Hortonworks en termes commercial, mais qui est aussi un projet Apache comme tous les autres, qui s'appelle Apache NiFi. C'est un orchestrateur de data flow. Donc, son rôle, c'est vraiment d'orchestrer des flux d'informations. Il se moque de savoir techniquement ce qu'on va faire avec. Lui, son but, c'est juste de prendre et d'amener à bonne destination en gérant l'entièreté du flux. Et Logstash peut être un processeur du milieu, et les in et out peuvent être déterminés et persister surtout. L'intérêt dans la persistance.
Typiquement, il y a jusqu'à il y a peu, un redémarrage de Logstash nous faisait perdre tout le flux qui s'est passé entre temps. C'est vrai qu'un élément assez amusant, jusqu'à pas si longtemps que ça, Logstash, le seul moyen de le recharger sa configuration, c'était le stopper et le redémarrer. Heureusement, maintenant, on peut faire le reload à chaud. Comme tu disais justement, les histoires d'espèces de bufferisation à certains éléments de la chaîne, notamment en Redis, c'était principalement utilisé. On avait deux Logstash différents. Un qui faisait tout ce qui était la partie analyse du log, découpage du log, et ainsi de suite, et un qui faisait juste je stocke et je reforward. Et lui, il avait une instance Redis, ce qu'il faisait, il recevait le log, il le stockait, il essayait de le forwarder au suivant, et si l'autre était non dispo parce qu'on était en train de travailler dessus ou autre, il gardait. On redémarrait l'autre instant, il renvoyait tous les logs et c'était reparti. Donc ça permettait justement de pouvoir découper vraiment son infrastructure et aussi, par exemple, introduire et de la redondance et de la répartition de charge, ainsi de suite. Tous ces éléments-là, d'introduire dans le site. Ça a réuni sur la fonctionnalité effectivement de durée de vie de la donnée automatiquement. Ici, c'est des traitements relativement simples, j'imagine. C'est pas les traitements qui sont faits par Logstash. On ne parle pas de tri ou des choses comme ça. Alors, il y a des traitements simples. Ici, on va se contenter de une ligne de log, on la passe avec une regex et on sort les éléments. On peut rentrer. Alors, Logstash, c'est pas un ETL, c'est de la transformation. Okay, donc, on ne va pas faire appel à du système externe, c'est généralement ce que lui peut faire du message qu'il reçoit globalement. Donc, on met par contre dans les traitements qu'on est capable de faire sur le fichier, enfin sur le flux, rien qu'avec Grok, on peut déjà aller très très loin dans toutes les transformations possibles du message. Après, ça reste un rôle de transfo. Donc si par contre on veut enrichir, on a une ID, on voudrait l'enrichir ou la combiner sur une source d'information externe, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour le faire. En tout cas, je ne vous suggérerais pas de le faire dans Logstash personnellement. Même au niveau, je veux dire, au niveau, si tu agrèges les données, des choses comme ça, et à un moment donné, au niveau de la mémoire, j'imagine que tu le faire en mémoire, puis que ça va exister derrière. Par exemple, un exemple, on parle d'agrégation, moi je parle de l'aspect sécu et réseau, je vois que ça. J'ai le cas de log de l'appliance qui font de l'anti-spam et ainsi de suite. Et la plupart de ces foutus appliances, pour une session avec un mail donné, ou parfois un mail, elles vont trimballer un ID horrible sur cette position. Et il y a des plugins qui existent, un plugin qui est géré par la communauté pour passer assez facilement, qui permet de dire, tu collectes tous les logs que tu dois passer avec cet ID-là, tu les agrèges en un seul et unique événement, et c'est seulement au moment où tu verras passer la session est terminée, que tu commites un événement dans l'Elasticsearch, que tu dis, le mail il venait de, vers, il y avait tel sujet, il y avait telle taille, il y avait tels éléments, il y a eu tel score, et ainsi de suite. Donc au lieu d'avoir 20 éléments, 20 lignes de log, 20 événements en gros distincts, on n'en a plus qu'un seul où tout a été agrégé et où on a éventuellement strippé 2-3 infos inintéressantes, on ne peut pas de notre. Mais clairement, on va être dépendant de la mémoire, on va être dépendant du système. Le but, c'est pas non plus d'attendre de sa part qu'il agrège des gigas et des gigas. Il ne faut pas laisser traîner 4 jours là. C'est pas. D'ailleurs, par défaut, la bonne idée. Voilà, dans la plugin aggregate, il y a un timeout qui est spécifié dedans, je crois que c'est 60 secondes par défaut. Donc il considère que plus de 60 secondes, s'il n'a pas vu la fin du log, il le commit tel quel en l'état. C'est seulement pour du stream. Oui, un flux quel qu'il soit, et de vite le traiter. Limite, si on devait être dans une situation où on a des traitements très compliqués à faire, j'aurais plus tendance à dire, alors déposez votre log avec son format bizarre au niveau Hadoop, on fait le traitement ETL au niveau Hadoop pour agréger ce dont on a besoin, et on indexe ce qu'on veut à la suite. Si on a le luxe d'avoir les deux architectures l'une à côté de l'autre. Parce que voilà, tout dépend du scale de nouvelle fois. Pardon. Encore d'autres questions ou... C'est la session ouverte, allez-y, n'hésitez pas à poser des questions, plus il y en a, mieux. Oui, donc l'output ici, donc on stocke dans la Elasticsearch, plus seule instance ici, on a un step simple. Et alors un autre, ici c'est juste pour les principes de la démo et pour la partie dev, il y a un plugin simplement où on sort sur l'entrée standard la ligne de log telle qu'elle a été analysée. Donc on voit la ligne de log une fois qu'elle a été détricotée avec les différentes clés qui vont être utilisées pour l'analyse. Des outputs, il y en a près de 60. Un titre d'information, il y a des tonnes de choses, parce que lui-même peut renvoyer vers Redis, comme il disait, Mail, Nagios, etc., etc. Donc on pourrait jouer à plein de transformations. Maintenant, ça fait partie de la famille, mais initialement, c'est un projet qui a vécu fortement à côté d'Elastic avant d'être 100% intégré. Donc, voilà. On preuve que c'est un projet de geek à la base, et il y a même un plugin IRC. Non, mais c'est dramatique. Mais non. Du coup, pourquoi acheter Watcher de l'autre côté alors qu'on peut lui demander de nous envoyer un message sur IRC, quand même, on se demande. Oui, donc ici c'est vraiment pour la partie de. Bon, maintenant, donc,
Ne vous occupez pas encore de cette partie-là, on la verra un petit peu après. Désolé. Donc ici, il y a la partie filter. C'est quoi? C'est vraiment le nœud de Logstash, ça va être la partie, je prends mes logs, je les analyse, je les détricote, j'en fais une donnée structurée avant de pouvoir leur envoyer l'Elasticsearch. Donc un premier plugin de tout simple qu'on utilise assez régulièrement dans le collègue de log, c'est le plugin DT. Celui-là, il est vraiment simple. C'est, je veux faire un match, je veux avoir le support des formats de date suivants, et si ça match, je stocke dans la valeur d'un index, la valeur par contre timestamp. Qui deviendra après, une fois qu'on la dépose, effectivement la clé d'index. Donc ici, on veut simplement marcher les différents formats de date, syslog ou log texte qu'on pourrait avoir. Donc un jour exprimé au format, un mois pardon, exprimé au format texte, mai, jaune, etc. Le jour, l'année, l'heure, minute, seconde, ou alors sans année tout simplement. Donc ici, moi, en l'occurrence, je reçois les logs de syslog, c'est un format May 12, et puis l'heure en question. Il y a des formats aussi ISO, donc c'est les fameux avec la time zone spécifiée, ensuite, ça. Tous les formats possibles imaginables de date peuvent être matchés là-dedans. Premier filtre, donc le log arrive là-dedans, s'il voit quelque chose qui match, hop, il crée une variable timestamp et dedans il met la valeur qu'il a analysée. Dans Elasticsearch, on ne l'a pas dit tout à l'heure forcément, il y a aussi un typage des données. Donc vous n'avez pas que des données chaîne de caractères. Vous avez aussi des valeurs numériques, vous avez des valeurs date, vous pouvez aussi avoir même un format IP4, je crois, un format IP, etc. Mais quand on en a parlé tout à l'heure par rapport aux géodistributions, je veux dire, un index c'est tout à fait libre, on met ce qu'on veut dedans. Par contre, on peut volontairement créer un index en donnant les champs qui vont proposer, donc la structure JSON du fameux index. Et si on le souhaite, on peut aller jusqu'à typer le contenu de chaque clé. Et donc, en typant le contenu, on s'assure qu'il soit, un, validé, et deux, qu'il soit toujours le même dans la continuité, voire même on peut lui mettre des règles spécifiques. Ensuite, date, quand on en vient au log management system, c'est au cœur de toute cette réflexion-là. C'est le premier élément. On travaille tous sur base de la donnée temps. D'ailleurs, l'entièreté des index vont être traitées sur le temps initialement. Okay, pour construire quoi? Les chaînes de valeurs, les timelines, et ensuite les modes de recherche standardisés. Voilà. Donc, premier plugin, deuxième plugin maintenant, un peu plus amusant. Et là, on va repasser sur une autre partie où je vais vous montrer un petit peu comment on peut les écrire, cela. Je ne sais pas trop bien quand ça arrivé dans Logstash, mais c'est assez rigolo. Ça s'appelle donc le plugin Grok. Alors celui-là, par défaut, il vous est fourni avec une série de patterns déjà créés et écrits pour vous. Notamment, les grands classiques, c'est un format adresse email, le format adresse IP des 4 ou des 6. Le nom d'une machine, même les formats de log classiques, par exemple log et Apache, ils sont déjà compris dans ça. Donc vous avez toute une série d'expressions rationnelles, regular expression, qui sont déjà intégrées dans Grok et que vous pouvez utiliser. Après, rien ne vous empêche, vous, d'aller en redéfinir de nouveau derrière et de les réutiliser. Alors nous ici, pour le moment, on va rester un petit peu gentil, on va utiliser des formats déjà intégrés dedans, mais je vais vous montrer maintenant aussi comment on peut en faire des supplémentaires. Donc par exemple, une ligne ici est déjà un peu barbare, mais bon ça. Ce qui peut nous intéresser, c'est la première partie qui est ici. Donc je vous ai dit, nous on va s'intéresser à des formats syslog de log. Donc le format syslog, c'est chaque fois à peu près la même chose. C'est une date. Si je dis même plus, ID du process. Non, il n'y a pas le process ID. D'abord il y a une facility, puis il y a le process name et puis le process ID. Ce bloc-là, il est chaque fois repris dans chacune de eux. Donc ils sont sympas, ils ont fourni ce pattern-là d'office. Oui, ma ligne elle commence comme ça, donc après, toi déjà extrait les champs que tu peux trouver là-dedans. Alors après, en l'occurrence, ici, moi j'ai récupéré juste un petit bloc d'un log d'un serveur FTP, où j'ai dit, ça commence par listen, et puis listen soit drop, soit normally, parce que c'est en fait une écriture expressionnelle pour dire c'est l'un ou l'autre. Il écoute sur, alors après il y a un entier non négatif, donc de 0 à autant que vous voulez positif. Ça je vais dire que c'est mon interface index. Et puis un mot, c'est le nom de mon interface, et puis une IP, c'est mon adresse, et puis un mot, c'est le protocole, et puis enfin, un entier positif, c'est le port. Bon alors, vu comme ça, c'est assez moche, on se demande un peu de quoi on peut bien parler. Mais en fait, si vous gardez ça en tête, donc cette ligne-ci, là, on va se rendre compte que ça correspond à peu près au contenu qu'on voit ici. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a une date, on l'a oublié celui-là. Donc il y a une date ici, il y a le nom de la machine qui a envoyé le log, ma machine s'appelle Magma. On a ensuite
le nom du process qui a généré la ligne de log, son PID, donc son identifiant, et puis on a la fameuse ligne de log ici. Donc soit listen and drop, soit listen normally, et puis ensuite on, interface index, le nom de l'interface, l'IP, le protocole et le port. Donc on va dire que tous nos logs ont ce format. Alors maintenant, un des soucis, on en parlait tout à l'heure avec Logstash, il faut s'amuser à redémarrer Logstash ou bien reloader Logstash, ça prend un petit peu de temps, et puis sur l'environnement de test ou même de prod ou même de test, c'est un peu casse-pied à faire. Il y a des outils qui existent pour développer ces filtres et tester directement le résultat. Donc, un de ceux-là, par exemple, c'est... Voilà, il y en a deux qui sont connus, Grok Constructor et Grok Debugger. Quoi, est-ce qu'il y a une... Non, le constructeur, il est absolument indispensable. Parce que Grok, ça peut vite fait devenir pénible. Surtout qu'il y a toujours quelqu'un, à un moment donné dans la salle, qui fait « Oui, mais moi j'ai ce fichier-là, et il y a peut-être cet élément-là qui peut survenir dans telle condition obscure à un moment donné, etc. etc., etc. » Il n'y a pas toujours les tests disponibles, donc il n'y a pas toujours les éléments pour pouvoir tout valider correctement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très sympathique. Ça veut dire que si la ligne de log ne correspond pas, elle n'est pas traquée. S'il n'y a pas, on le verra après. Merci de poser la question. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai injecté mes 8 lignes de log, donc on l'a vu tout à l'heure. J'ai injecté mon pattern ici, et puis je vais lui dire, analyse-moi ça. Alors maintenant, c'est le joueur après. Donc maintenant, il me fait l'analyse en question. Alors je vais skipper, vous allez voir pourquoi. Je vais directement à la ligne suivante. Donc là, j'ai ma ligne en question, match. Alors il a trouvé quoi? Le programme, c'est NTP. Tout le monde voit ou ça? Le host, c'est Magma. Le numéro d'index, c'est la 1, on le voit ici. Quelle date, le nom de l'interface, blablabla. Il a tout récupéré. Alors vous voyez, ce qui est génial avec les filtres déjà fournis, c'est que quand vous faites un filtre pour une RSIP, vous pensez tous IPv4 et vous dites c'est facile, c'est 4 chiffres avec 3 points au milieu. Pas de bol, IPv6, ça peut avoir des formats assez rigolos, dont notamment celle-ci, là, ça on s'en doutait pas, mais c'est une RSIP valide. Donc, déjà en utilisant les formats fournis par Grok, on s'évite bien des problèmes, notamment des lignes log qui ne matchent pas. Ça c'est un point. Donc là on voit que les lignes qu'on a fournies matchent toutes. Ah c'est génial, j'ai réussi à écrire un filtre Grok du premier coup. Ah non, pas de bol, en fait, j'ai réussi à le planter. Celle-ci n'est pas bonne. Alors pourquoi? Ok. Le meilleur préfixe qu'il a réussi à matcher, c'est tout ça, et il s'est cassé la figure après on. Donc il a continué, et après on il s'est vautré. Et alors il s'est vautré sur 0. Alors si je regarde mon filtre, je regarde, et puis ici, listen on, machin, ah oui, et ici, moi j'ai mis pose int. J'ai mis un entier positif. Donc, le manque de vol, ici j'ai 0, donc ça va pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tantôt on l'a vu, je mets non name int, voilà. Je relance mon parsing, et là, pouf, ça a matché, et il a bien réussi avec un extrait de l'identifiant. Donc là, on voit qu'on peut déjà faire un premier test sur ces formats-là. Est-ce que je vais en venir après? Alors, après, la suite de l'essence. Ah oui, donc là, on a fait la collection en question. Autre application qui est disponible pour faire ça, un peu plus réactive, mais la question étant, je prends ma ligne de log ici, voilà, par exemple celle-ci. On voit là que c'est une IPv6 link locale. Encore une fois, un format auquel on ne serait pas forcément attendu. FE80, là, pour une IP, c'est bizarre. Je prends mon pattern. Hop. Et alors, du coup, ça va être à peu près la même chose. Donc, c'est juste pour vous montrer des applications différentes qui sont préparées. Je dis que je garde que celle que j'ai nommée. Et voilà, de nouveau, on a, alors j'agrandis un peu, promis. Voilà. On a les différents éléments qui ont été extraits du log. Extraits dans leur superbe format natif élastique, le JSON, le plaisir des programmeurs du nouveau millénaire. Franchement, vous auriez pu trouver mieux, les gars. C'est pas terrible quand même. Tu préfères les SLA? Bon. Je pense que tu peux faire un copier-coller, même le nom dans l'élastique pour que ça donne. Après, justement, tout est prévu. Bon, en gros, voilà, là on a à peu près les mêmes résultats. Alors maintenant ici, il y a un truc qui va vous embêter, c'est par exemple, comme on disait, quand les logs ne sont pas supportés, on fait par exemple ça, c'est pour les besoins de la DNE, là il dit ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut définir un custom pattern. Alors après ça ressemble à un custom pattern, mais j'ai préparé ça. Je ne parle pas encore ça nativement, donc il faut quand même un petit peu de préparation pour y arriver. Donc en gros, on va définir deux patterns ici, on les voit là. Donc, un premier, c'est soit un drop, soit normally, soit autre chose. Grid data, ça veut dire mange tout ce que tu peux jusqu'au prochain moment où tu vas arriver sur un match qui pourrait être. Et alors, on dit que notre ligne de status, c'est listen, et puis un de ces trois trucs-là, et puis on. Donc
là c'est facile, on a un truc qui est bien emballé, donc on peut y aller. Alors je prends cette ligne-là, je le reviens ici, je colle mon custom pattern, voilà, ça change rien fatalement puisque j'ai rien changé ici au-dessus. Et maintenant, je rajoute ici que je veux appeler ça. Hop, donc là c'est oui, le format de regular expression de Logstash, c'est un peu bizarre. Quand on veut faire un nom pour une variable donnée, on fait %accolade, le nom de la variable, deux points, la variable qu'on voudrait retrouver une fois que le log a été extrait, et puis on fait un accolade. Donc en gros ici je mets ntp listen status. Je dis par exemple que ça va s'appeler la variable ntp listen status, comme ça j'aurai ce nom-là dans mon index. Je vais faire ma accolade, et oh, je vois la démo, ça marche. Et alors qu'est-ce que j'ai ici? NTP status, là je l'ai peut-être dit deux fois, mauvaise idée, soit. À mon avis, moi j'ai déjà spécifié ici, donc je n'ai pas besoin de le répéter. Comme il est déjà spécifié ici, fatalement, si je le répète ici au-dessus, c'est pas une bonne idée. Donc je supprime ça, tout simplement. Puisque j'ai déjà spécifié dans la variable ici. Voilà, il a nouveau actualisé, et qu'est-ce qu'on va? Ici, dans NTP listen status, on a notre variable. Et alors ce qui est génial, c'est que comme on couvre les autres cas, si je prends une ligne légitime, par exemple celle-ci, et que je la mets dans les valeurs ici, et bien maintenant, mon NTP listen status, il est à normally. Donc après, on pourra très bien penser dans Logstash ou dans l'Excelsearch, récupérer cette variable-là, NTP listen status, pour faire le traitement, etc. Donc, par exemple, si on voit quelque chose qui sort de normally, ben on peut dire, tiens, il y a un truc pas normal sur cette interface-là, ou de telle manière que, par exemple, si on a un message d'erreur disant, j'ai un message niveau erreur, c'est pas normal non plus, je peux filtrer là-dessus. Quoi d'autre? Blablabla. Voilà. Donc en gros, là vous avez vu à peu près à quoi ressemble Grok. Alors le problème de Grok, c'est que c'est sensiblement pas digeste, donc il faut se les coltiner. Et alors le format qui est utilisé pour tout, c'est des expressions rationnelles. Donc ici on a été relativement sympa, le truc le plus gras qu'on a mis en place c'est ça. Mais si vous regardez tous les patterns qui sont déjà intégrés dedans, vous pouvez vous imaginer que c'est assez rigolo. Notamment, un de mes préférés, c'est la partie pièce UIP, accrochez-vous bien, ça pique, voilà, c'est repris ici. De notre côté, pour rassurer, il y a déjà une belle série de patterns dans Grok. Et donc ces patterns-là sont repris dedans. Donc, par exemple, il continue à les mettre à jour. Ouais. Donc ça, c'est vraiment en version de base. Ce qui est assez bien, c'est que comme en tout, je vais dire, dans la communauté open source, ils sont assez partageurs. Donc on peut partager ces filtres Grok. Notamment, il y en a un qui me revient en tête, là. Il y a des gens qui se sont amusés, j'utilise justement au bureau, qui se sont amusés à faire et à distribuer un plugin complet pour utiliser Grok et Logstash pour parser les logs de serveur DHCP, donc le serveur DHCP open source, ISC. Donc en gros, eux, ils ont défini tous les patterns, les types de DHCP query qu'on peut avoir, le format de l'aide, etc. Donc tout ça, forcément, c'est un petit peu imbitable, mais ils sont sympas parce qu'après, ils vous fournissent, voilà, ça c'est le blog qu'il me faut, avec ça je peux travailler, et avec ça, par exemple, ici, je ne peux pas sortir du bureau, mais vous avez, telle MAC adresse a demandé un liste DHCP à telle heure, il a reçu telle adresse IP, il l'a renouvelé à telle heure, etc. Tout est logué, bien structuré, etc. Vous pouvez facilement retrouver l'information. Et donc, il y en a plein qui existent. Toi, tu disais déjà pour le BIS qu'il y avait plein de trucs, il y en a aussi pour Logstash, il y en a une grosse base. Une belle communauté. Il y a vraiment une belle communauté qui travaille, et c'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie Grok. Alors maintenant, on va peut-être faire un ou deux plugins, on va juste faire un plugin pour montrer à quoi il ressemble. On va en passer un ou deux en vue oralement, je vais dire. Et puis on pourra faire des démos plus graphiques et plus parlantes. Kibana et Topbit pour finaliser, pour vous montrer out of the box ce que l'outil peut faire en termes de visualisation. Donc je reviens à ma config, hop là. J'enlève un certain récit, parce qu'apparemment ça fait saigner les yeux un peu du monde ici. Donc on a vu, ici on a le fameux match en question. Donc on dit, on va passer la partie message et on va appliquer ce filtre là-dessus. Et alors on a un autre format d'avec. Alors en gros, par exemple, un autre, tout ça. Là ici, en fait, j'ai fait un log, je vous montre vite fait. Hop. Le log en question, c'est blablabla, la même chose en gros. L'application, elle s'appelle Simon CSD et puis elle a PLE42 qui valide le format et après on a un format de ce genre-là. Donc chaque fois le même format, c'est le séparateur entre les différentes key values, c'est virgule, espace. Le séparateur entre key et value, c'est espace. Et avec ça, on peut faire des parsings génériques sans avoir besoin d'un test en plus. On pourra avoir le cas où une fois la commande est avant le who, une fois le to est avant, une fois il n'est pas spécifié. Donc tous ces cas-là, les gérer avec une expression rationnelle, c'est un peu pénible. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour ce cas-là, ils ont défini un plugin qui s'appelle KV, comme vous vous doutez, pour key value. Donc en gros, moi j'ai fait un filtre Grok pour dire quand j'ai
un log type syslog avec key-value format, puis ensuite quelque chose, ben je stocke ce quelque chose dans une variable qui s'appelle kv_message. Et si la valeur kv_message existe un peu plus tard, ben j'applique un filtre key-value. Donc là, comme on le voit, dans la config Logstash, il y a moyen de mettre autant de paramètres conditionnels qu'on veut. Donc on peut dire, si la valeur est égale à ça, ça, ça ou ça, ou si la valeur une telle est CT mais celle-là ne l'est pas, alors j'applique tel ou tel traitement. Donc il y a moyen de vraiment faire un cheminement aussi complexe qu'on le veut finalement pour traiter son log. Donc ici, le plugin KV, on pourra aller l'avoir un doc éventuellement après, il y a toute une série de paramètres qui peuvent lui être fournis. Donc par exemple, par défaut c'est pas ça, donc j'ai dû le modifier, fit split. Donc on dit on veut faire la séparation sur virgule espace. Tout simplement on spécifie ça. Ensuite, dans quelle variable il va aller chercher l'information qu'il doit splitter? Je pourrais le chercher dans kv_message. Ensuite, pour toutes les variables qu'il va réussir à extraire, est-ce qu'on veut mettre un préfixe? Donc ici on va avoir, je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir des variables qui vont s'appeler custom_who, custom_command, custom_to par exemple. Donc il va à chaque fois stocker chaque valeur qu'il a extraite, il va mettre custom la clé et puis la valeur correspondante. Alors trim, ici c'est juste pour vous montrer, mais en gros par exemple dans vos log mail, vous avez des formats de mail qui peuvent changer, une fois de temps en temps il y a des angle brackets autour, une fois de temps en temps il y a des crochets, ça peut être tout n'importe quoi. En gros ça veut dire supprime-moi ces caractères-là, j'en ai pas besoin, moi je veux juste la string. Value split, par défaut c'est égal, donc c'est pas la peine de spécifier, mais bon, il y a quand même. Et alors par exemple, encore une fonctionnalité qu'il y a moyen de mettre dans la plupart des filtres, c'est des valeurs par défaut. Donc par exemple, si custom format ou custom who n'existe pas, on spécifie une valeur par défaut. Ça permet déjà d'avoir une espèce d'index qui est normalisé avec des valeurs auxquelles on s'attend. Alors voilà, maintenant on a ce message, ce log-là en question, ce filtre-là. Alors on voudrait voir ce qu'il fait sur les logs. Coup de bol, on a activé l'option std out des logs. Donc en gros, ce qu'on va lui envoyer, une fois qu'il l'aura parsé, qu'il aura appliqué les filtres, il va nous montrer voilà ce que j'ai réussi à extraire. Et voilà ce que je vais injecter dans Elasticsearch. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il tout là. Alors maintenant, on se met en mode de fenêtre. Alors j'espère que ça va bien rendre avec la taille de polysénum, parce que sinon ça va être un peu gênant, mais bon, soit. Voilà. Donc en gros, ici à droite, j'avais la flemme, j'ai triché. Il y a un Docker Compose, il y a un Docker en place, avec une règle de Docker Compose qui est en place, qui m'a démarré 3 containers. Un avec Kibana, un avec Logstash et un avec Elasticsearch. La bonne blague, c'est qu'en l'espace de 20 minutes de configuration, j'ai mon environnement qui est démarré, je peux commencer à jouer avec. Donc là, on voit les logs qu'il extrait, il y a les logs de Logstash, et les logs de Kibana, etc. C'est ce que les containers derrière envoient comme information. Donc, techniquement, le plugin std_out qui affiche la sortie standard, on va le voir apparaître ici à droite. Donc, on l'a vu tout à l'heure, je vous montre vite fait. Il écoute sur le port 5000. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai mon log donc custom, on va commencer par celui-là, j'ai mon log custom qui est ici. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ce log custom, je vais bêtement l'envoyer sur le port 5000, la machine. Hop. Et là, c'est parti. Ici. Donc, c'est pas spécialement bien formaté, mais je pense que tout le monde va comprendre. Donc, en gros, Logstash, il m'a dit, j'ai reçu un message, et le message complet, c'était ça. Mais blablabla, Simon says qui va l'ouvrir. C'est bien ce qu'on a ici. Alors là-dessus, il a réussi à extraire l'info. D'abord, il a appliqué le filtre syslog-base. Donc, il a déterminé que l'heure, c'était celle-ci. Que le host. Oui, le host, ça, c'est encore un truc qui est un peu. Donc, ça, c'est un truc qui est extrait du plugin input TCP lui-même. Donc, en gros, le plugin input TCP, de lui-même, il va déjà extraire les informations. Donc, par exemple, moi, comme j'ai envoyé mon paquet sur le réseau, lui, il a déjà réussi à détecter que le log, il venait de la machine avec l'IP Intel. Ça, c'est une IP test normal. Et que ça a été envoyé sur tel port. Alors, à quelle heure il l'a reçu? D'où ça venait? Donc là, on commence déjà à rentrer dans la partie log extrait depuis les infos système. On les retrouve ici. Magma, Simon 16 et le 42. Vous voyez d'ailleurs que tous les trucs en trop, les crochets, les 2 points, etc., ils ont été virés, comme ça on a un autre facile à utiliser. Et puis ensuite, on l'avait vu tout à l'heure, je reviens éventuellement dessus si vous voulez. Hop, voilà. Ici on a dit, tout ce qui est après key-value format, on s'en fout de key-value format, ça ne nous intéresse pas, mais tout ce qui est après, tu mets dans la variable kv_message. Et il a extrait ici. Et comme la valeur kv_message, elle existe, le filtre key-value qui est plus loin, il a été appliqué. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a custom who, donc ça c'est la première ligne, ici on le voit, le who c'est ici, la ligne 3. Custom command c'est les hello, elle est ici, on la retrouve.
et custom to everyone. Et alors, comme la valeur de custom format n'était pas spécifiée et qu'on l'avait mise dans les default values, l'événement c'était ici aussi. Donc là, on voit que les 3 lignes de log, elles ont été extraites, elles ont été splittées, et ainsi de suite. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Comment est-ce qu'il gère le format des logs initiales? Donc je le renvoie à un format différent, donc avec l'autre, ou alors sous le mode ASCII Unicode. Bonne question. On peut spécifier l'encoding justement pour un fil de données. Donc il y a aussi des filtres qui existent qui font la conversion. Donc après, on n'est qu'à traiter toujours. Voilà. Donc si vous savez qu'en face de vous, vous avez un truc qui parle de l'ISO 88591 et qu'il faut absolument convertir avant, parce que sinon ça va partir en coupe, Notamment pour les dates. on le spécifie. Donc on le spécifie. Faut le Si spécifier. vous voulez tester différents types de processing, il y a toujours soit la possibilité de générer des fichiers random, soit si tu as un browser pas loin, il existe un outil disponible directement chez Elastic, ça s'appelle Stream2ES. Donc non, 2ES, mais ça devrait le faire, le tout premier. Donc Stream2ES peut aller chercher différents. Non, du coup tu ne l'as plus. Stream2ES est un outil qui peut aller chercher soit générer du random à la demande, et quand on lui fait générer du random à la demande, on peut être aussi spécifique que dans ses filtres Grok de traitement pour savoir ce qu'il va générer. Il va faire du demi dedans, mais ça permet de générer des très gros volumes d'informations pour tester que notre index se comporte toujours correctement et surtout que nos filtres se comportent toujours correctement. Et aussi, sinon, si vous voulez tester des loads en bulk, il implémente le load Wikipédia, il implémente le load Twitter, il implémente le load file. Donc ça permet dans les phases de test de chercher des gros volumes d'informations et des cas d'usage où on n'est pas sûr, mais on voudrait voir comment ça se comporte. On va lui dire sur certaines parties de log, de la ligne, etc., fait des variantes. Je peux lui générer, lui dire, fait des C'est variantes. un fuzzer Elasticsearch. Ouais, voilà. Génère du fuzzy. Ok. Non, c'est pas mal fait, franchement pas mal. Donc par exemple ici, coucou, Coucou blabla. 6 7, voilà. On lui envoie ce log-là, et là on a un truc assez amusant qui va se produire. Là, il est dessus. Et là, il met un tag particulier où il dit quoi? Grok passe régulier. Donc justement, dans le cas où ça se vaut fondamentalement, il garde quand même le log. Donc le log, l'information message, elle est quand même conservée. Donc on ne perd pas l'information. Par contre, ça permet assez facilement de ressortir, on verra dans l'interface web ou même dans les procédures qui sont lancées une fois par jour ou par semaine, de ressortir tous les logs sur lesquels on a justement eu ce tag Grok passe régulier. Donc tous les logs qui ont foiré. Comme ça, on peut retravailler dessus post-mortem et s'arranger justement pour que on n'ait plus de soucis. Donc là, on voit par exemple qu'il a quand même réussi à extraire le minimum vital. Donc il a réussi à extraire à quelle heure il l'a reçu, de où il l'a reçu et sur quel port, le message en question, et puis c'est tous les. Donc ça, c'est le TCP in qui lui a donné ces tags-là, et puis après, quand on est rentré dans le règle à nous, il n'a rien trouvé, il a droppé. Enfin, il n'a pas droppé le message, mais il a droppé le fait de tenter de le percer. Bon, si vous êtes suicidaire, il y a aussi une option dans le Grok pour lui dire, même si tu n'arrives pas, c'est pas grave, me dis rien, ça va. Bon, on ne va pas l'activer. Non, je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore, non? Alors bon, dans les filters, on en a vu 3 là, vraiment très bêtes, key value, Grok et le match sur la date. Il en existe une multitude. Oui. Alors, il y en a des marrants, notamment il y en a un qui s'appelle GeoIP, celui-là je l'aime bien. On lui fournit une DB GeoIP, et lui, pour chaque IP qui va passer, il va enregistrer dans des champs à part les coordonnées, le continent, le pays, ainsi de suite, qu'il connaît associé à cette IP-là. Donc, pour faire des heatmaps sur des accès réseau, des machins pareils, c'est très pratique. Il est plus intéressant de le traiter avant que de le traiter après, titre d'info, parce que Grok le fait dans le flux, si on doit le traiter ensuite dans la base élastique, ça va nous demander pas mal, ça va consommer pas mal de ressources que pour faire la recherche et sortir de l'index les éléments qu'on veut, et ensuite pour chaque élément qu'on veut, faire le traitement du GeoIP. Donc il est conseillé, si on a l'opportunité, de le faire avant. Après, on peut toujours le refaire après, de la même manière que dans Elastic, on peut faire du élastique vers élastique aussi, c'est tout à fait possible. Dans quel cas? Je vous ai parlé des shards. Un shard, c'est définitif. C'est au setting, au moment où on crée l'index, on lui demande le nombre de shards qu'il va utiliser, donc le nombre de fois où ces blocs vont être copiés sur des nodes. On s'est planté. Il faut reconstituer l'index. Donc il y a des mécanismes élastiques to élastiques qui vont nous permettre soit de reprendre des données, de les transformer, de les réinjecter dans un nouvel index, soit simplement de changer la manière dont un index se comporte, soit au niveau de son typage, soit au niveau de ses contraintes. Voilà. Autre plugin qui existe. Oui, il y en a un
qui n'est pas conseillé de faire au niveau de Logstash, mais bon, il est drôle aussi. C'est par exemple faire des reverse hookup ou des queries DNS sur le trafic qui passe. Vous avez un hostname qui passe, vous faites une query DNS, vous récupérez l'adresse IP correspondante, hop, on l'indexe. C'est pas une idée de le faire sur l'os parce qu'il risque un petit peu d'être passé son temps à faire des queries DNS et il a perdu du temps à cause de ça. Question comme autre truc. Un autre assez intéressant aussi, si jamais vous avez du contenu qui circule en B64 ou des autres formats crapuleux, qui peut permettre aussi de décoder, directement enregistrer le format décodé dans un DB. Voilà. C'est pratique aussi dans certains cas. Processing, ça peut coûter. Un B64 sur des gros volumes, ça peut coûter très cher. Mais bon, il y a une multitude de possibilités. Et une nouvelle fois, c'est réfléchir à la chaîne et comment la chaîne se comporte. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une contrainte très très forte sur le stream, et donc il faut être extrêmement rapide pour aller le déposer dans l'index parce qu'on n'a pas le temps d'attendre, ou est-ce qu'au contraire, on peut prendre un peu plus de temps dans le flux d'informations pour pouvoir faire certaines transformations. Alors la doc est assez bien faite. Bon, le problème, c'est que c'est une doc générée automatiquement, donc la plupart des commandes qui sont communes à tous les plugins, vous les aurez à chaque fois. Il y a de la redondance au niveau de la doc, mais bon, soit. Et donc, vous avez pour chaque plugin un petit élément d'explication. Un petit explication pour chaque setting, s'il est obligatoire ou pas, et les valeurs par défaut, et surtout ce qu'il fait. Donc, par exemple, bêtement, field split, si vous allez voir, il vous dit que par défaut c'est l'espace, mais quand on met autre chose, si on a envie, par exemple, si on veut faire des queries type, si on veut faire du field split sur des queries streaming d'un serveur web, on peut le faire aussi. Alors maintenant, allez sur GitHub et faire la recherche Grok sur GitHub, vous tomberez sur des tonnes de trucs que les gens partagent. Google, Grok Filter aussi, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été générées. Dans les plugins, il y a NPLT. On a parlé tout à l'heure à agréger. Par exemple, on va récupérer un champ du log en question pour agréger sur ce champ-là, faire une ligne de log ou un seul événement correspondant. Il y a plein de trucs qui existent. Il y a des mutils qui existent pour transformer un petit peu un log, un champ, pour rajouter quelques informations dessus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Je fais il galère marrant déjà. Il sent déjà l'accident bête de coding. Et ce que vous pouvez imaginer, en tout cas une grosse partie de ce qu'on peut imaginer. On peut aussi sortir. Il y en a un normalement pour. Il y en a un pour exécuter n'importe quel appel externe. Bon, une nouvelle fois, à réfléchir correctement, mais même mettre du code Ruby dans Logstash. Tu peux mettre du code Ruby, voire même faire un call sur un système externe en prenant en paramètre ce que vous avez déjà défini comme paramètre avant, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faisables avec des pincettes et à tester en fonction de la charge de votre flux, comme toujours. Donc ça, c'est les... Oui, donc forcément, là on a vu tout ce qui était plugin. Je vous laisse imaginer, enfin les filtres, pardon, je vous laisse imaginer qu'il y a aussi tout ce qui est input, output. On pourra éventuellement y passer après, donc il y a les input, output plugin. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est du netflow, du TCP, du syslog, des fichiers en entrée et en sortie du Nagios, du mail, de l'IRC, même du Gamebooyah pour faire des jolis graphiques, etc. Enfin, tout est possible. Voilà. Donc le Ruby directement intégré, toutes les variables sont issues du contexte Ruby. Alors, en fait, Logstash, si je ne dis pas de conneries, est implémenté en Ruby, mais tourne avec JRuby. Donc on a une JVM qui fait tourner toute la partie Ruby et on peut écrire son propre plugin ou ses propres. En gros, il y a deux solutions. Soit vous écrivez des morceaux de code, j'allais dire, vous manipulez l'event directement dans la config Logstash. Donc là, il ne faut pas mettre trop de gros pâtés parce que c'est un peu pénible à gérer. Ouais. Ou alors on écrit carrément son propre plugin Logstash en entier, comme on aurait écrit un plugin key value, aggregate ou autre chose. On peut s'inspirer de ce qui existe à ce moment-là. Donc voilà, donc là c'était pour la partie un peu plus technique et grasse. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. On va essayer de faire un petit peu de partie maintenant visuelle, la partie, une fois que c'est dans le Kibana, à part ça. Attends 2 secondes, j'ai pas fini. Donc on a vu tout à l'heure, on a injecté quelques logs tout bêtes, les fameux logs NTP. Donc en gros à quoi ça ressemble, vous arrivez, j'ai skippé une étape. Par défaut, il faut c'était des index. Donc, il vous dit par exemple, moi je m'attends à avoir un truc qui ressemble à logstash-quelque chose. Alors par défaut, logstash, il va faire, il va mettre logstash- la date du jour. Alors, il fait splitting d'index sur la date. Ouais, la date du jour au-delà du splitting, c'est un élément important au niveau de dans la distribution. Elastic fonctionne avec un système de partition. Et généralement, ces partitions sont time-based partition. Donc typiquement, un logstash fonctionne sur un index qui est partitionné par jour. Donc, par jour, au niveau listing et au niveau objet qui sont en mémoire, qui va éjecter, ça permet de traiter les problématiques d'archivage, ça permet d'éviter d'avoir trop de shards en mémoire. Surtout que ça peut des plugins qui génèrent beaucoup d'évaluations. Okay.
Donc c'est le dernier élément par rapport à la couche. Hein. Un cluster constitué de nœuds, des nœuds dans lesquels on a des chartes qui peuvent être sur des partitions. Et le partitionnement est assez similaire à ce que vous retrouvez dans du DB SQL standard. Voilà. Alors ici, en l'occurrence, on a fait une config de base dans Logstash. Donc en gros, ce qu'il fait, il stocke dans Logstash-adapte. On pourrait très bien imaginer qu'on stocke des index différents en fonction qu'on a des logs d'un tel type ou d'un tel type. Donc par exemple, toi tu auras un Logstash Alfresco, puis moi j'aurai un Logstash Firewall, je ne sais quoi. On a deux index différents, partitionnés par jour, mais qui contiennent des données qui n'ont pas du tout le même format. Lui, ça va être des logs d'application, ça va être des logs techniques réseau. Donc on peut expliquer là-dessus. Ici, en fait, ce qui se passe au niveau settings dans Kibana, c'est simplement dire, bon, ok, moi j'ai un format d'index qui a tel nom et qui est splitté par jour. Je voudrais que tu me crées une file pour les logs Alfresco et une pour les logs Firewall. C'est-à-dire que nous, on config de Logstash, on a bien paramétré ce préfixe. Ouais. Logstash, là il est pas mis, on a juste dit on envoie vers la session. On peut dire par exemple avec il portera les noms tel format avec splitté par année, jour, mois. Alors que par défaut, si on ne dit pas, c'est forcément pas ça. Ouais, c'est ça. Donc là, l'index est déjà créé, Google. Donc maintenant, si je vais dans Discover, mon index, Google, il est là. Alors on a un joli petit graphique qui nous donne le nombre de hits qu'il y a eu récemment. Bon, ici, comme ça, il y a une démo où tout a été fait artificiellement, forcément, on a des pics un peu dégueulasses partout. Je vous rassure, quand vous avez 600 users qui surfent sur le net, ça fait des belles courbes. Vous voyez précisément les jours fériés, les jours de pont, les veilles de Noël, tout y est, on le détecte tout de suite. Ou alors, comme les attentats à Bruxelles, on le voit aussi, ça fait un peu de pic, c'est pas sympa, mais ça se voit aussi. Donc, à quoi ça ressemble? On a ici à côté tous les champs qui sont repérés dans l'index, donc on les retrouve, les custom command, format, tout, machin chose, ou aussi les interfaces, log source, tout ce qui va être. Et on a à chaque fois une ligne par ligne. Alors par défaut, elle est présentée comme ça. Une fois qu'on expand, on a un truc de ce genre, avec chaque ligne. Ici, on voit justement le fameux point d'exclamation, là, un gros parse failure, là, il va marquer sur le parsing log, qui serait intéressant si intéressé plus tard. Nous, on va en prendre un qui a marché, c'est mieux. Puis, je prends par exemple celui-ci. Alors lui, il me dit qu'il n'est pas indexé, je suppose, parce que je n'ai pas actualisé l'index au temps. Une fois de temps en temps, s'il va voter des nouveaux champs, il faut actualiser l'index, Kibana, pour qu'il sache que ce champ-là est indexé. Donc le message, il est là, vous le voyez ici. Comment il a splitté? Il a fait des custom tools, etc. Et donc on se retrouve avec ce serveur. Maintenant, il y a un truc intéressant. Bon, je vais peut-être en prendre un autre sur INTP, il est plus rigolo. Par exemple celui-ci. Mettons que on n'est pas intéressé par toutes ces données-là, on n'en veut que 2 ou 3 au total. On veut par exemple l'interface. Et on veut par exemple, je sais pas moi, le protocole. Voilà. Maintenant, il nous présente un joli listing tout simple avec simplement l'interface et le protocole présenté ici. Ça permet de filtrer un peu les données. Maintenant, un autre élément qu'on veut retrouver, on veut dire je ne m'intéresse pas à tout le reste, mais ce que je veux, c'est les cas où j'ai l'interface Docker 0. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des petites icônes qu'on voit ici. On clique sur Filter for Value. Alors, il est gentil, il va nous générer un filtre qui est ici au-dessus. Donc, il dit le filtre, c'est Interface Docker 0. Bon, ok, ça m'intéresse bien. Donc maintenant, il est activé celui-là, et je n'aurai plus que les logs qui correspondent à Docker 0. Vous voyez qu'en même temps, il a adapté le graphe qui est au-dessus, donc on peut avoir ça aussi. Alors maintenant, les logs qui sont là, le filtre qui est appliqué ici, Interface Docker 0, je le supprime, il me remet à nouveau tous mes logs. Là, je peux très bien l'écrire à la main si je veux. Donc Interface Docker 0, Enter, et il fait le même filtre, c'est tout pareil. C'est juste que dans un cas, j'ai généré avec un petit graphique, dans l'autre cas, j'ai fait à la main. On verra que ça peut servir dans l'autre cas après. Donc ça, c'est vraiment pour le discovery. Donc là, c'est vraiment pour voir à quoi ressemblent ces données et aller dans le détail quand on a déjà un petit peu affiné la recherche et qu'on veut voir le détail. Maintenant, il y a moyen de visualiser avec plein de petits plugins existants. Alors, j'en ai un ici qui tourne déjà. On peut regarder. C'est vraiment un artificiel aussi pour le cas de démo, mais bon, ça. Vous avez déjà quelques visualisations qui existent de base. Donc vous avez par exemple les bons vieux graphes en dents de scie. Vous avez la table, donc en gros, ça c'est bêtement un tableau, les colonnes avec les valeurs d'attributs, les différents éléments correspondants, à chaque fois les valeurs correspondantes. Donc il y a moyen de l'agréger de manière différente, les valeurs maximum, les valeurs minimum, la valeur cumulée, les valeurs importantes pour être, etc. On va associer tout ce qu'on veut. Et nous, en l'occurrence, donc métrique, blablabla. Un qui est assez amusant, c'est TimeMap, ça se base sur les fameuses coordonnées GeoIP pour repérer sur une carte du monde, où se trouvent vos événements. Donc si vous avez réussi à extraire par exemple de la base de données GeoIP latitude longitude, il va vous dire ok, j'ai eu 200 événements là, 150 là, et vous pouvez même adapter la time frame, vous pouvez dire je veux voir ce qui s'est passé
entre 2h et 4h du matin pour la zone New York, donc ça fait ça, et entre 2h et 4h du matin pour ma zone à moi, quels événements ont lieu et comment se distribue finalement le demain. Alors en l'occurrence, moi j'en ai enregistré un ici qui s'appelle très justement exemple vidéo, qui est, on l'aime tous, ce fameux pie chart, le camembert. Alors le camembert, comment on définit ce truc-là? En gros, on lui dit, fais-moi un slice, on le découpe sur le nombre d'événements qui ont matché. C'est pour ça que j'ai ici le nombre. Ici, j'ai 5 événements qui ont matché, la 10, la 10, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour une première valeur. Et puis après, j'ai défini différents requis. Donc en gros, ça, c'est comment il va appliquer le compte, enfin plutôt appliquer les filtres aux différents niveaux du calendrier en question. Donc c'est dommage, avec le zoom, ça rend pas très bien de démontrer. Donc ici, on agrège sur un terme. Donc un terme, c'est quoi? Ici, on agrège sur interface, donc le nom de l'interface. Alors, petite digression, pourquoi est-ce qu'il y a des interfaces et interface.raw? Comme Jonathan le disait tout à l'heure, sur du texte, Elasticsearch il va avoir tendance à vouloir appliquer du full text search, enfin d'accord. Donc en gros, si vous avez, le nom de l'interface c'est facile, c'est TH0, pareil, ça va aller. Mais si vous avez par exemple une IP 192.168. quelque chose, et que malheureusement il considère ça comme étant du texte, lui, les espaces, les tirets, les points, il va les considérer comme des séparateurs. Donc il va commencer à indexer 192, 168, machin, donc ça fait tout bizarre. C'est pratique parce que vous pouvez faire de la recherche sur 192 ou sur 168 ou bien sur n'importe quel autre format qui a été full text indexé, mais c'est pas pratique dans certains cas parce que moi ici je veux juste le nom de l'interface et je ne souhaite pas qu'il aille faire l'analyse trop compliquée dessus. En gros, je lui dis, prends-moi la valeur raw, donc par défaut, Logstash, quand il crée la nouvelle variable dans l'index, il crée le nom coup, je veux dire, et il crée le nom avec point raw derrière pour dire, là-dedans je stocke la donnée format texte sans appliquer aucun traitement, sans appliquer aucun mécanisme de recherche. Alors je veux le top simple, et puis je vais encore splitter les slices en question, donc le premier niveau de slice qui est ici, donc le tranche, je vais encore le splitter en fonction, par exemple, de l'adresse en question. Donc par exemple, ici on voit l'interface c'est v6.fr, là, on le voit ici. L'autre interface ici, par exemple, c'est hello, c'est le hello back. En gros, hello, apparemment, elle aurait deux adresses, puisqu'elle est splittée en deux morceaux identiques. Là. Une fois, c'est l'adresse 127.0.0.1, IPv4 pour le Calos, on est habitué à celle-là. Et puis l'autre auquel elle n'a pas trop habitué, c'est 2.2.1, donc ça, c'est la partie IPv6. Donc, on arrive à faire des graphiques de genre. Bon, mais forcément, pour les besoins d'exemple, c'est simple et c'est idiot. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec les logs d'une journée de visite sur tous les sites web à droite à gauche, ou sur toi, tes logs Alfresco ou autre, il y a moyen de triturer l'information comme on veut, et vraiment d'en sortir quelque chose. Alors, autre exemple aussi, tu disais tout à l'heure que tous les graphiques, etc., sont, comme tu disais, c'est pas interactif, c'est. Enfin, il y a moyen de cliquer sur une partie du graphique. Oui. En gros, on va pouvoir contextualiser le champ de données, puisqu'une partie du graphique correspond à chaque fois à un élément de recherche. Eh bien, lorsqu'on va justement cliquer sur cet élément graphique, on va affiner, vous voyez l'étoile tout au-dessus. Par exemple, on considère actuellement, à cause de l'étoile qui sont dans la barre de recherche, on considère actuellement toutes les données qui se trouvent dans Logstash-étoile. Par contre, si je clique sur un élément, sur les 4 dernières heures, si je clique sur un élément, je réduis effectivement le filtre que je peux appliquer. Donc maintenant, il m'a généré un filtre ici, une interface, donc il dit que l'interface c'est hello et l'adresse raw c'est 2.2.1. Je dis OK, je l'applique. Alors il y a un truc qui est assez intéressant, donc là le graphique forcément il est plus très pratique, mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a une petite pin ici qu'on peut dire, hop là, celle-là je veux la garder, et celle-là aussi. Donc ces deux filtres-là, je veux les garder parce qu'ils m'intéressent, et je vais en avoir besoin plus tard. Pourquoi? Parce que je repars dans la partie Discover, j'ai uniquement le filtre que j'ai choisi, et là je peux aller voir le détail vraiment de l'événement. J'ai plus juste les deux informations que j'ai collectées dans mon graphe, j'ai vraiment le log complet. Donc typiquement, quand vous avez un graphe, moi ça m'intéresse, c'est mes top events de la journée, et quand j'ai un gros pic, je dis tiens, celui-là il m'intéresse, pic, je vais voir le détail et je vois tiens, qu'est-ce qui a pu déclencher cet événement-là. Et je peux justement l'exploiter et aller me balader dedans. Alors bon, on n'en a pas parlé forcément, mais on pourra faire des jolis exemples après. Il y a des dashboards. Donc c'est quoi un dashboard? C'est finalement un écran où vous avez plein d'utilisations qui peuvent être reprises. Donc vous avez une fois un graphe, vous avez une fois une data table, vous avez un nombre, etc. Si tu veux, je peux te montrer. Mais moi, j'ai 3% de batterie, donc il faut faire dans le. 6 Oui. Alors, on va y aller vite. Il faut faire dans le fil. Parce que monsieur vient, mais sans charge. Ça va. Donc, est-ce qu'il y a des questions pendant que je te connecte? Ouais, je ne vais pas montrer grand-chose. On va suivre en fait. Donc, du coup, on va passer sur la partie dashboard, on va profiter, on va suivre directement. Là, notamment, je vais vous montrer. Ok. Duplicate. Ah,
là, merci. Donc là, notamment sur la partie dashboard, ce que je voulais vous montrer, c'est que out of the box, on peut retrouver des éléments effectivement pas mal pertinents. Donc ici, moi j'ai juste une stack élastique qui est déployée sur une seule VM à 4 Go de RAM. Donc c'est très limite, et pourtant j'ai l'entièreté de Wikipédia qui est indexée. Donc j'ai utilisé simplement cet après-midi Stream2OS pour la mettre dedans, juste pour vous montrer qu'effectivement, même sur une petite instance, on peut effectuer une recherche, et voilà, c'est hyper nice de tous les documents Wikipédia. Wikipédia fournit, donc ça se retrouve dans 2500 articles. Wikipédia fournit un dump en XML qui est extrêmement bien exploitable pour ce genre de choses. Donc, effectivement, on va gérer la scalabilité au travers du déploiement en mode cluster. Maintenant, il ne faut pas toujours imaginer que parce que c'est cluster, ça va être une architecture monstrueuse en termes de besoins d'infrastructure. Okay. Kibana, aujourd'hui, comme je vous le disais, est devenu application driven. Donc là, l'objectif pour moi, c'était de vous montrer des packs qui étaient déjà disponibles sur le shelf. Kibana en tant que tel, que vous connaissez aujourd'hui. Marvel, qu'on va regarder juste ensemble après, qui est l'outil de monitoring. Timelion, qui a été développé juste pour pouvoir traiter du time-based, et notamment, si vous pouvez vous mettre en tête Google Trends, l'objectif de Timelion, c'est de faire du Google Trends, c'est de pouvoir voir sur du temps des événements qui évoluent de manière différente, avec des counts différents. Et puis la partie graph, malheureusement, je n'aurai pas d'informations à injecter dans le graph correctement. Commençons par Marvel. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de revenir sur certains termes techniques. Donc Marvel, en fait, c'est juste une utilisation de Kibana, mais pour montrer des informations sur le cluster en tant que tel. Donc, ça utilise très bien Kibana, ça montre les différents graphes. On a tout de suite une vue sur le cluster, donc son nom, le nombre de nœuds, le nombre d'indices, la mémoire qui est utilisée, le nombre de shards totaux qui ont été déployés, donc chaque index fois son nombre de shards. Ceux qui n'ont pas été assignés, donc mon cluster est dans un mauvais état, puisque j'ai défini des index qui avaient besoin de plus de shards que je pouvais en donner, nombre de documents, volume de données, etc. 7%. Au niveau des index, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte effectivement des index que lui crée lui-même. Alors vous remarquerez qu'il utilise souvent pour ses index de fonctions le point quelque chose pour les reconnaître facilement. TopBit, qu'on va voir juste après, génère sur un format typique Logstash, c'est-à-dire en partitionnant sur la journée. Et moi j'ai généré un index Wikipédia à la volée. On peut se déplacer dans les différents objets qu'on souhaite analyser et se rendre compte effectivement d'un moment ce qu'il se passe précisément et les différentes relations entre les recherches, les temps de recherche minimaux. Ouais. Le moteur élastique fait des réindexations lui-même et des tests lui-même sur sa performance de recherche. Donc c'est de ça qu'il peut sortir les éléments, la latence de son index, etc. En même temps que Jonathan jouait justement avec le zoom sur une zone ou l'autre, il y a la partie ici intéressante qui commence à se mettre à jour. Par exemple, ici, la partie précisément. On peut choisir absolument la période de temps et venir la période de temps absolue sur laquelle je viens, c'est très bien. Je peux aussi observer ça du point de vue technique, donc chacun de mes nœuds, qu'est-ce qui est utilisé en mémoire, qu'est-ce qui est utilisé en termes de JVM, etc. Donc forcément, si j'ai un cluster de plusieurs nœuds, je le vois. Et sur l'index, un dernier élément qui était pas mal, si je sélectionne un index, on voit, et là il n'est pas distribué, mais on voit pour un index, quel est son primary node, est-ce qu'il a des réplicas, est-ce qu'il est en train de relocaliser ses données. Donc, dans son travail de fond, il peut redispatcher les informations sur différents nodes, soit parce qu'il y a des nodes qui ont disparu, soit parce qu'on en a ajouté. On voit ce travail en cours, justement, de réassignation des shards au niveau du cluster. Okay, je passe tout de suite à TopBit. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste déployé TopBit sur sur la machine elle-même, juste pour qu'elle fournisse de l'information. Donc on disait qu'effectivement on avait cette visualisation. Donc là, dans la visualisation, on fait quoi? On construit des visualisations. Il y en a pas mal par défaut. Il y en a, dommage, je l'ai fait, zut, je ne suis même pas arrivé au truc. Ah. Donc des visualisations, il y en a toute une librairie par défaut de graphes, et ensuite il y a toute une librairie aussi de visualisation déjà préfaite pour vous. Donc que ce soit de la visualisation de flux HTTP, que ce soit la visualisation de flux SQL ou autre, il y a toute une série de visualisations préfaites. Et donc, agréger plusieurs visualisations ensemble, c'est ce qu'on appelle un dashboard. Et l'intérêt du dashboard, c'est que tous les graphes du dashboard deviennent interdépendants. Donc, si vous agissez sur un graphe pour faire un zoom sur une partie de données, l'entièreté des autres visualisations vont évoluer.
soit sur l'échelle temps, au-dessus de ce qu'on vous a montré, le calendrier, je veux analyser quelle période de temps, soit sur l'un des, l'un des champs, field, de l'index. Parce que je voulais voir juste les hello, alors je ne vois que les informations qui concernent les champs hello. Donc, ça peut permettre de prototyper très rapidement de la visualisation sans se dire qu'on doit faire... Enfin, si on veut l'utiliser comme moteur de recherche derrière un portail, bien sûr, votre portail restera le front. Par contre, si on l'utilise plutôt d'une manière opérationnelle et qu'on ne veut pas dépenser beaucoup de temps dans du développement applicatif, Marvel peut être une façon de développer des visualisations intéressantes et pertinentes sans dépenser tout le temps de développement d'une application, mais juste en faisant soit de la configuration, soit du développement minimaliste en Angular. Ok ? Voilà. Des questions? Bon ben, je vous propose donc de finir là-dessus. Donc on va essayer de... Peut-être pas tous les slides, une partie des slides seront... Je vais envoyer la présentation en PDF. Pas de souci. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. On publiera aussi le contact de notre ami Jonathan. Forcément, on sera là-dedans, on n'a qu'une seule envie, c'est d'en faire encore plus. Et on se donne rendez-vous donc et au bar maintenant et dans le 20 juin pour l'apéro numérique. Donc, si vous voulez enfin voir votre présidente avec une bière en main, c'est le moment. N'hésitez pas. On peut applaudir, hein. Dans 2 minutes, Annabelle va venir vous présenter ce qu'on va faire la prochaine fois. Autant qu'elle remonte. Annabelle, c'est la présidente. Hein. Mais plus de cigarettes, on l'arrête. Cours plus vite, n'arrête pas le Je suis là, je n'étais pas partie. Merci d'avoir été là, hein. C'est intéressant. Notre prochain événement, donc, ce sera le café numérique. Voici, donc on reprend avec ça, ce sera le 20 juin. Ça vient d'être acté aujourd'hui, donc ce n'est pas encore en ligne. Et ce sera comme chaque année donc, un apéro numérique avec la présentation de 2 startups de la région et le projet d'une nouvelle start-up qui est de former et d'aider les startups. Donc une start-up qui a un projet de formation et d'aide de start-up. Voilà, vous comprendrez en temps voulu. Donc voilà, vous pouvez déjà mettre dans votre agenda et sinon, normalement la communication devrait arriver dans les 2 semaines quand on aura la salle. J'ai dit que tu aurais une bière en main. Pardon? J'ai dit que tu aurais une bière en main. Dernièrement, elle était là. Non mais le 20, pour l'apéro. Ah oui, il y aura encore plus d'alcool que maintenant. C'est bon, Oui, totalement. Non, mais là, en fait, si vous ne connaissez pas le concept, on fait au mois de juin, au mois de décembre, des apéros numériques où des startups tech viennent présenter un peu leur concept et puis on boit un petit verre pour la fin de l'année. Je ne sais pas, je dois demander où c'est. En fait, je n'ai pas encore réservé. Chez Luxver.